Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à notre webconférence, donc la première depuis que la crise du Covid-19 est arrivée. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Christophe Fézy, que je vais présenter en quelques mots tout à l'heure. Bonjour Christophe. Bonjour. Et donc pour vous rappeler comment on utilise donc le webinaire, vous avez en fait un chat, une colonne chat à votre droite qui vous permet donc de poser toutes les questions que vous voulez, qui seront vues par les autres participants. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on les synthétisera à la fin de notre entretien. Donc j'ai prévu quelques questions pour Christophe. Alors Christophe en fait est un des participants pour l'Everest, par la face nord, expédition guidée par Bernard Muller, qui devait partir donc dans quelques jours, le 7 avril, qui a donc dû être annulé pour les raisons que vous savez. Et donc Christophe est aussi médecin, réanimateur, pneumologue, professeur des universités, donc un expert particulièrement pertinent de la crise voilà, que nous sommes en train de vivre. Donc merci mille fois Christophe, je sais que tu as travaillé toute cette nuit jusqu'à ce matin, je sais que tu reprends demain, donc merci de donner un peu de ton temps de repos pour informer voilà, nos internautes. Alors en quelques mots, donc tu as 54 ans, aujourd'hui tu vis en Bretagne, bon, tu es un passionné d'outdoor. En quelques mots, donc tes activités outdoor, c'est quoi, à part l'alpinisme sur lesquels on va insister un petit peu? Bon, c'est la pêche sportive. J'ai la chance d'habiter en Bretagne depuis 2 ans, mais j'ai vécu plus de 35 ans à Paris. Voilà. Mais bon, mon centre d'intérêt, c'est quand même la montagne. Et on va dire la base, c'est quand même le Chamonix, le massif du Mont Blanc. Voilà. Et comment tu, habitant Paris, étant un Parisien, donc t'es l'un de ceux qui allait faire de l'escalade à Fontainebleau, c'est ça? Comment est-ce que tu es arrivé à la montagne? Oui, j'étais à Fontainebleau avec les scouts, donc je grimpais un peu. Mais moi, bon, dans ma famille, c'était surtout le nautisme, le bateau, donc j'ai appris un peu à être confronté au milieu hostile au niveau de la mer. Et puis c'est lors d'un voyage à Chamonix où j'ai découvert le massif du Mont Blanc, et après il y a eu un enchaînement qu'on fait que effectivement je suis allé rapidement en altitude, peut-être trop vite, comme beaucoup de gens. Voilà, donc premier 4000, le Mont Blanc, les classiques se sont enchaînés, et puis finalement toute ma culture alpinistique. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend parfaitement, mais effectivement, on te voit plus. Ça, c'est les magies du direct, ouais. et de la connexion en Bretagne. Ouais. Voilà, et toute ma culture, finalement, et tout ce que j'ai appris au niveau de l'alpinisme, ce sont les guides de Chamonix qui m'ont appris. Voilà, donc un apprentissage de la montagne, parfois rude, hein. Les guides de Chamonix, on les connaît, et parfois ils sont rudes, mais je regrette pas. Et puis après, finalement, après avoir progressé en rocher, avoir fait des courses, est venu le temps effectivement des voyages, des expéditions. Alors mon rôle de médecin d'expédition fait que on a toujours quand même une place à part dans ce milieu-là. Et c'est un petit milieu, hein, la fin des années 80, début des années 90, Terre d'Aventure, Claude Jacou, Michel Pelé, etc. Et puis donc premier 7000, la Concagua, le Kilimanjaro, puis après d'autres 7000, puis après l'apprentissage de la très haute altitude, hein, l'apprentissage parfois cruel des 8000. Et puis après, c'est un peu malheureusement comme une drogue, hein. Quand on termine une grande expédition, on dit toujours on n'y retournera plus. Et puis 2 mois après, on ne pense qu'à ça. Voilà. Et donc, au bout de 35 années, il était peut-être venu le moment d'aller à l'Everest. Pas n'importe quelle face, la face nord, hein, parce que l'histoire de montagne est importante quand
on va sur ce genre de sommet. Et donc, c'est un peu une forme de consécration d'une vie dédiée à l'alpinisme, quelque part. Alors, si on revient quand même un peu à tes débuts. Alors, bien entendu, Vas-y, pardon. Bien entendu, ce qui se passe actuellement, ça a été une énorme frustration, un grand vide, hein, parce que c'est quand même pour moi, c'était vraiment une année de préparation. Alors, ce sont des sacrifices dans tous les domaines, hein, pour bien se préparer, pour être au niveau au moment de partir sur ce genre de montagne. C'est pas rien. Et d'un seul coup, l'objectif il s'évanouit. Donc on a la tête vide. Et là, la situation actuelle fait que finalement, ça compense un peu cette déception, en sachant que il faudra à nouveau travailler encore un an avant d'avoir l'espoir de repartir l'année prochaine. Oui, puisqu'effectivement, on a la chance d'avoir la possibilité de reporter. Donc tous les participants de notre expédition à l'Everest repartent avec Bernard. Enfin, espérons-le en tout cas l'année prochaine. En tout cas, tout le monde est partant. Si on revient un peu à tes débuts, enfin, ce ont été des débuts quand même assez rapides, hein, finalement, même dans les Alpes. Est-ce que tu peux nous redire c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. On voit une montagne, on prend des skis de rando, on va faire un 4000, c'est n'importe quoi. Voilà, mais après, quand on est entre les mains des guides, on apprend quand même à calmer un peu sa fureur. Et puis après, quand on a l'expérience des expéditions, des grands sommets, on apprend vite l'humilité. Hein, voilà. Alors, mais je pense qu'il faut garder quand même cet enthousiasme. Et moi, j'ai toujours plaisir, par exemple, à aller faire les zones voies normales du Mont Blanc. Ça, je fais très souvent, mais avec des amis. Et de voir leur plaisir, leur émerveillement, ça me remplit de joie. Et je suis toujours heureux de retourner sur une voie normale que j'ai déjà faite. C'est toujours différent. Et on prend toujours du plaisir. Et avec l'expérience même, on ne vise pas forcément toujours des sommets prestigieux. Là, avec un ami guide l'été dernier, j'avais jamais été à l'extrême sud du massif du Mont Blanc. Donc on a été à l'île du glacier par une arête que je ne connaissais pas. Et on était seuls et j'ai pris un grand plaisir, mais bon, c'était une course sans difficulté. Voilà, donc il faut savoir mélanger ça et puis avec des choses un peu plus extrêmes, et qui nécessite à ce moment-là une préparation, un travail, une organisation physique, mentale, moins ordinaire. Tu me disais, quand je te demandais une anecdote, là, quand on parlait un peu de cet entretien, tu me disais, regarde sur Google alpinisme en chaussettes. Alors, je ne suis pas allé le faire. Est-ce que tu peux nous raconter? C'est la honte totale. Hein. Et voilà. Alors j'étais pas tout seul dans le coup. Hein. Il y avait notre météorologue qui va nous router à l'Everest, ouais, qui nous avait prédit, on voulait aller au Mont Blanc côté italien, qui nous avait prédit un créneau de quelques heures. Alors Yann était dans le coup, donc on part à minuit, on se prend un premier orage de grêle. Alors, on se dit c'est quelque chose de local, Yann ne peut pas se tromper, etc. Et puis c'était vraiment carrément du grand mauvais temps. J'ai une gelure sur la jugulaire du casque, la corde gelée. On redescend du côté du refuge. C'était le nouveau refuge. On va descendre par là. On rencontre deux cordées de jeunes qui étaient perdus, donc on les ramène au refuge du goûter. Et puis on dit on va descendre le lendemain matin, on va tester le refuge. Donc pas mal, bonne soirée, bien arrosée. Et puis les autres partaient à 3h du matin faire le sommet, nous on se réveillait plus tard et au petit déjeuner. Donc il y a mon compagnon de cordée, arrête de faire des bêtises. Là, on remonte mes chaussures. J'ai absolument pas touché tes chaussures. Et finalement, on m'avait piqué mes chaussures. La gardienne était folle. Et donc elle me file des crocs roses fluo. Voilà, et puis me voilà parti dans la neige
aller contrôler, parce que je savais qu'il y avait des coulées, des avalanches côté de la traversée, donc les cordées repasseraient par le goûter, et je contrôlais toutes les cordées qui descendaient du Mont Blanc avec mon piolet, puis des crocs roses au pied. Mais j'étais vraiment en pétard, hein. Les gars qui avaient piqué les chaussures, c'était bien sûr barré, j'étais pas sauvé avec mes pompes toutes neuves. Et la gardienne était complètement folle. Et en fait, les gendarmes faisaient une patrouille en hélico, donc ils se sont stoppés. Donc je pense qu'ils ont bien rigolé aussi. Moi j'étais furieux, donc ils m'ont tenu en laisse avec les crocs roses dans l'hélico. Alors j'ai fait le tour avec eux, donc ils m'ont pas redescendu tout de suite. Et puis après, j'étais porté plainte. Enfin, j'avais oublié les clés de la voiture de mon copain qu'on avait laissé à Chamonix, où je fais du stop avec les crocs roses, le matériel pour revenir en vitesse. Incroyable. Et puis après, donc quelques jours après, là, c'était vraiment la honte suprême. En fait, les gendarmes avaient donné mon numéro de portable aux journalistes parce que bon, ça les embêtait. Les journalistes appelaient, il ne se passait rien dans l'actualité, donc il fallait bien noter quelque chose. Et donc je recevais sans arrêt des messages du Canada, d'Allemagne, d'Angleterre. Je répondais pas, hein, bien entendu. J'ai rasé les murs. Et donc tout ce que vous pouvez voir sur cette histoire est faux, c'est que des faits. Je ne montais pas côté français, je montais côté italien, etc. Tout a été inventé, j'ai jamais répondu à aucun journaliste, tellement j'avais honte. Et voilà, donc effectivement, on pouvait avoir passé de l'Everest et avoir vécu des mésaventures comme ça, et c'était vraiment la honte. Ah ouais. À Chamonix, même à Paris, tout le monde se moquait de moi, et donc j'étais pas fier, quoi. Voilà. C'est clair. De toute façon, il suffit de lire Bonatti. Les grandes aventures dans les Alpes, il y en a, c'est clair. Voilà. Et donc ouais, voilà, on m'a piqué, mais c'est vraiment pas sympa. Si le gars, il voit là actuellement, il faudrait qu'il me rende mes chaussures. Je pense qu'il ne me rendra pas. Bon. Et donc après, après toutes ces aventures, finalement, donc les 8000, tes premiers 8000, c'est lesquels concrètement? Je suis allé au Shoyu, alors je n'étais pas du tout prêt pour aller faire un 8000. J'ai accompagné un collègue qui qui avait déjà été à l'Everest, je me souviens plus. Et là, c'était un choc dans la démesure, quoi. Quand on a l'habitude de grimper dans les Alpes, il y a plusieurs choses sur l'Himalaya qu'on peut pas prévoir à l'avance quand on n'y a pas été soi-même, hein. C'est la longueur déjà, la longueur de l'expédition, donc du confinement. Ça, c'est un mot maintenant que tout le monde connaît bien, malheureusement. D'une part. Et puis la longueur de l'ascension et puis l'altitude, je monte de la très haute altitude avec cette sensation au départ d'être malade. Mais en fait, c'est le corps qui réagit à l'hypoxie et donc c'est les mécanismes d'adaptation. Et donc ça, effectivement, ça a été un choc. Et puis après, effectivement, alors, il faut savoir que dans les années 90, sur ces sommets, on n'avait même pas le routage météo. Voilà, Denis de la Guérie, par exemple, on n'avait pas de routage météo. Et donc, vous imaginez bien que dans les Alpes, si vous n'avez pas la météo, vous n'allez pas faire la course. Et bien là, on partait un peu au petit bonheur, la chance. Et ça se passait comme ça jusqu'au début des années 2000. Il faut le savoir. On grimpait sans météo. Bien sûr. On ne fait pas dans les Alpes. Mais là, on a la chance, effectivement, tu parlais de Yann tout à l'heure. Bon, on parle de Yann Giesendanner, hein, qui est donc l'un des grands routeurs météo français et qui nous accompagne dans la plupart de nos expéditions engagées. Et donc. Alors, il est plus fort sur l'Himalaya que le monde de rando. Il est plus fort en Himalaya que sur le Mont Blanc. C'est clair, c'est clair. Bon, et on va parler du coup un petit peu de la crise actuelle. Et là, donc, c'est l'autre passionné que j'interroge. Bon, ta passion, j'imagine, la médecine, c'est ta passion également. En quelques mots, donc, ton métier, c'est quoi pour que tout le monde comprenne? Je fais de la réanimation. Alors, la réanimation en France, c'est une surspécialité. Donc, je suis pneumologue. Il faudrait déjà avoir une spécialité médicale pour pouvoir après avoir donc la qualification en réanimation. En gros, c'est de la médecine intensive. Ce sont des cas critiques. On va dire, pour simplifier, finalement, c'est de la médecine générale, mais que des cas les plus graves, les plus extrêmes. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même des similitudes avec
le milieu des expéditions en haute altitude, et puis le milieu de la réanimation, ne serait-ce que effectivement le théâtre, hein, c'est un peu un confinement aussi, un huis clos qui va se dérouler avec un certain nombre de personnes, et puis on est confronté effectivement à des choses extrêmes, et on est confronté aussi à la mort. Alors en réanimation, on est confronté malheureusement à la mort des autres, et ça peut arriver aussi, j'ai déjà vécu ça en expédition, mais aussi on est confronté à soi-même, hein, et puis peut-être à sa propre mort. Donc voilà, il y a ça déjà, et puis il y a effectivement tout ce qui est hypoxie, milieu extrême. Alors ça, c'est l'intérêt du chercheur, du physiologiste. Et effectivement, là, en réanimation, l'hypoxie, c'est un sujet central, l'hypoxie aiguë. Et en altitude, ça va être une hypoxie chronique avec d'autres conséquences. Et donc, effectivement, le réanimateur, forcément, il est intéressé, il est intéressé par cette question de l'hypoxie chronique en réanimation, parce que il sait ce que c'est que le monde de l'oxygène rare. Bien sûr. Et donc là, tu es en première ligne, bien sûr, en tant que réanimateur et pneumologue, j'imagine, dans cette crise. Et c'est quoi donc ton rôle actuellement, concrètement, avec tes collègues et tes équipes depuis une quinzaine de jours? C'est quoi ton... Je suis un senior, hein, donc, on travaille en équipe et on prend en charge les cas les plus graves de Covid-19. Donc ça se résume essentiellement à un syndrome de détresse respiratoire aiguë. C'est quelque chose qu'on gère ordinairement, le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Mais celui-ci, il a des particularités. C'est une nouvelle maladie, une maladie inconnue, et il a des spécificités au niveau technique. Et puis c'est un problème essentiellement organisationnel, puisque ces patients pour des raisons de sécurité, on les met sous assistance respiratoire invasive très vite. Et il s'avère en fait qu'ils ont une médiane de ventilation invasive très longue, pour 14 jours en réanimation. Les places de réanimation, il n'y en a pas beaucoup en France. Maintenant, vous le savez, quand vous regardez toutes ces informations, on a à peu près 5 000 lits en France. Et ça pose un problème parce qu'en fait, ces patients restent trop longtemps. Ils s'accumulent les uns les autres, et puis il y a les autres patients aussi qu'on continue de soigner, de prendre en charge. Et donc là, il y a effectivement une difficulté organisationnelle, parce que tous les lits sont pris, et il faut soigner tous les patients, hein, et ça pose un problème majeur auquel on est confronté. Mais moi, comme j'ai la chance de travailler dans l'ouest de la France, on a eu le temps de se retourner et de voir un peu comment ça se passait en Italie, dans l'est de la France. Donc on s'est préparé. On a attendu la vague, le choc vient d'arriver. Voilà. Et donc c'est un travail aussi en conditions difficiles. On est obligé de se protéger aussi, donc de travailler vraiment dans des conditions difficiles de confinement. Tous les gens sont sur le pont. Et ce que je remarque là, c'est effectivement le courage et le dévouement des infirmières, des aides-soignants, tout le monde s'aide. Et on sent quand même le sentiment de soutien de la population derrière. Alors, ça peut être des gestes tout simples, hein, du pain qui arrive, des viennoiseries, on n'était pas habitué à ça. Alors le problème aussi, c'est un peu le côté noir de tout ça aussi, c'est la situation des familles. Elles ne peuvent pas venir à l'hôpital pour l'annonce du décès, tout ça, elles ne peuvent pas voir le corps, etc. C'est des situations déchirantes, il faut bien comprendre. Donc c'est pas une situation ordinaire. Moi j'ai vécu la canicule de 2003 en Île-de-France, où là on s'y attendait pas, et puis surtout on savait pas ce qui se passait. On avait du mal à réagir au départ. Et ça a été effectivement un gros choc. Et puis depuis le début de SIDA, à la fin des années 80, j'étais très jeune, donc au début des années 90, où là effectivement c'était des malades très jeunes qui décédaient. On n'avait pas de traitement non plus, mais on savait ce qui se passait. Et puis c'était sur une phase très longue. Là c'est très brutal.
même si on s'est préparé. Et puis, c'est des conditions de travail très difficiles, organisationnelles très difficiles. Et ça épuise. Ça épuise les corps plus que les têtes. Et on est déjà fatigué. Et donc, là, en fait, la seule question, c'est de tenir. C'est de tenir. Un lit de réanimation, en fait, qu'est-ce qu'il y a? C'est un lit, il y a un respirateur, c'est ça? Il y a quoi comme autre matériel, équipement autour de ce lit? Il y a toute une organisation autour. Effectivement, c'est un lit avec des petites seringues, de l'oxygène, une aspiration, du matériel technique, de l'épuration rénale. Voilà, donc c'est tout un environnement très sophistiqué, très technique, mais ça fonctionne pas tout seul. Effectivement, il faut des médecins, mais surtout, il faut des infirmières, des aides-soignantes, voilà, qui nettoient, qui font aussi le soin, qui s'occupent des patients. Et donc, c'est tout un petit monde autour qui tourne d'un lit de réanimation. Pour armer un lit de réanimation, c'est pas simple. Il ne faut pas trouver simplement un lit d'hôpital et mettre un aspirateur à côté. Si vous n'avez pas le personnel qui sait manipuler tous ces matériaux, ces matériels, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc finalement, la limite, quand on parle de 5000 lits, l'enjeu, c'est bien sûr les 5000 lits, qui sont en train de progresser peut-être avec l'arrivée d'autres respirateurs, je ne sais pas, mais c'est surtout les équipes, non? En termes de capacité. Exactement. On a triplé les lits de réanimation, et on peut faire davantage. Mais le problème sont les hommes, que les soignants aussi tombent malades. Moi-même, j'étais malade, je tombais malade. Après, je travaillais avec un masque, etc. Mais voilà. Et après, le problème, si vous n'avez pas le personnel qui tient autour, tout ça ne fonctionne pas. Toi-même, tu as été infecté par le Covid ou pas? Oui, alors, oui. Très probablement, j'ai été testé négatif. Il faut savoir qu'il y a des faux négatifs en dépistage, moins 20% quand même. Il y avait tous les signes. Et alors c'est assez brutal, et puis comment dire, c'est fatigant. C'est fatigant. Mais moi, j'avais pas une forme grave. J'ai pas à me plaindre. Voilà. Les formes graves, nous, on les voit. Alors, c'est une évolution qui peut parfois être un peu brutale. On s'y attend pas. Même il faut faire attention, on a quand même des patients jeunes, qui ont 35 ans. Là, moi, j'en ai pris en charge hier encore. Donc, il n'y a pas que des sujets âgés. Et en gros, ils ont autour de 60, 70 ans, et ça peut être aussi 50, ça peut être 40, voire 35 ans. Et après, l'évolution est vraiment pas linéaire, c'est ce qui nous surprend, quoi. Et ça explique la longueur, la durée de la ventilation artificielle. Quand on ventile artificiellement un patient, il faut l'endormir, en fait, pratiquer une anesthésie entre guillemets générale. Et ça a aussi des conséquences sur les autres organes. Puis ça peut entraîner aussi des complications. Et donc, un peu, c'est une guerre de tranchées pour chaque patient. C'est vraiment une guerre de tranchées. On est vraiment dans une guerre de tranchées. Et ça peut parfois être compliqué pour ces raisons-là. Quand ça a démarré, on suivait ça un peu ensemble pour d'autres raisons, il y a 2 mois, 3 mois, courant janvier en Chine, et qu'on se posait la question de savoir ce qui allait advenir de notre expédition. Qu'est-ce que tu t'es dit, toi, à ce moment-là? Quel était ton regard sur cette épidémie-là en Chine? Le réflexe de l'occidental idiot. Voilà, bon, c'est une épidémie chez les Chinois. Nous, on a un système de santé qui tient la route, etc. Et puis, on se rend compte que on est comme les autres. Voilà, et qu'on se prend la même claque. Voilà, c'est aussi effectivement un exercice d'humilité. Alors bon, c'est une maladie contagieuse. Alors, en même temps,
ça pose des questions sur tout la société, puis le système économique, parce que c'est quand même pas une maladie c'est pas la variole, hein, c'est pas la peste. Donc on se dit, s'il y avait une maladie émergente où il y a un taux de létalité plus important, c'est pire que la guerre, quoi. Et effectivement, je pense qu'après, là, on est là en situation où on encaisse le choc, mais après, il faudra poser beaucoup de questions sur le fonctionnement de notre économie, de notre société, mais l'heure des comptes n'est pas arrivée. Là, pour l'instant, il faut encaisser le choc. On te réinterrogera à ce moment-là pour faire un bilan et puis réfléchir à ce que ça dit effectivement de notre société par rapport aussi à la peur de la mort, évidemment, et voilà, et à la sécurité de façon plus générale. J'avais noté quelques questions, mais tu as répondu. Bon, par rapport au traitement, sinon traitement vaccin, évidemment, bon, il y a des discussions autour de le dioxychloroquine avec avec azithromycine par exemple, et d'autres traitements qui sont testés. Bon, déjà sur ce traitement-là qu'on a espéré à un moment donné un peu miraculeux là du professeur Raoult à Marseille, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu en donnes à tes patients? Et qu'est-ce que tu penses de cette polémique globalement? Puis peut-être qu'on en reparlera aussi après. Là, on est face à une nouvelle maladie, hein, donc effectivement le traitement de ça pourrait être la vaccination, mais la vaccination, le problème, c'est qu'il faut développer un vaccin, il faut au moins une année, et puis là, maintenant, c'est une pandémie, donc le virus va très probablement muter. Alors la question, c'est de savoir si ça va devenir comme la grippe saisonnière, ou si ça va s'éteindre. Alors tout dépend en fait du réservoir. Le réservoir, ce sont les animaux qui transmettent ça à l'homme. Alors pour la grippe, on sait que c'est essentiellement le cochon et le canard, donc ce sont des animaux domestiques. Ça explique que ce réservoir-là, il est permanent et que finalement, les formes de grippe sont saisonnières. Là, en l'occurrence, le réservoir, c'est un animal sauvage. Donc tout ce qui a été entrepris, le confinement, etc., ça peut éteindre l'épidémie et faire comme le Covid de 2003 avec la civette, là, ça a disparu, c'est une maladie qui a disparu. Donc ça, c'est très important déjà dans une maladie qui peut devenir épidémique, de connaître le réservoir. Et quand c'est un animal domestique, on sait très bien que ça va revenir. Donc ça met en suspens effectivement l'utilité du vaccin. Alors après, pour les traitements, il faut savoir qu'en réanimation, ce sont souvent des traitements symptomatiques. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë, toutes les machines, le ventilateur, etc. C'est pas ça qui va guérir le patient de son infection, c'est sa propre immunité qui va faire qu'au bout de quelques jours à quelques semaines, il va liquider les particules virales qui l'infectent. Mais entre-temps, il faut soutenir ces fonctions comme la respiration, comme la circulation, pas qui décèdent. Et donc, effectivement, on a uniquement à ce moment-là des traitements qui sont symptomatiques, ne pas mourir d'hypoxie aiguë. Voilà, c'est ça. Et puis après, effectivement, il peut y avoir effectivement des molécules, c'est-à-dire un traitement spécifique. Par exemple, les agents pathogènes comme les bactéries, on a des antibiotiques qui sont efficaces. Donc, on traite un forme de détresse respiratoire, du pneumocoque, de la même façon qu'on peut traiter une détresse respiratoire du Covid, mais avec les antibiotiques, on sait qu'on va finalement gagner la partie avec une très forte probabilité. Là, effectivement, l'ennemi est inconnu. On sait que c'est un virus. Alors, on a des antiviraux qu'on administrait aux patients les plus graves, là, il y a jusqu'à la semaine dernière. On pose des questions. Les études, il faut des semaines, des mois pour effectivement les mener et avoir la réponse, les conclusions. Donc là, on n'est pas à ce stade-là.
Alors il y a effectivement le fait, la méthodologie des études qui ont été faites à Marseille. Alors déjà, c'est sur des patients qui ne sont pas graves comme en réanimation. Et effectivement, ça diminue la charge virale. Mais est-ce que ça diminue le fait d'avoir des formes graves? On ne sait pas. Et comme on est face à une maladie en réanimation qui peut être mortelle, nous, on a une use de l'hydroxychloroquine depuis du Zipromax, en se disant on ne peut pas laisser mourir les patients, même si on n'a pas la preuve formelle que cette association de molécules effectivement puisse diminuer la mortalité. Dans le but, c'est pas moral, c'est pas éthique de ne pas leur proposer, leur administrer ça. Et surtout, en plus, les effets secondaires, on les connaît, ces molécules-là, c'est pas le rapport entre c'est ça la médecine, en fait. C'est peser le rapport entre le bénéfice qu'on prend à administrer un traitement dont on n'est pas sûr à 100% d'efficacité, et puis le risque qu'on fait prendre aux patients. Et dans les situations extrêmes, aiguës, il y a effectivement le pronostic vital est engagé, ou pour le patient, c'est la mort ou la vie. Eh bien, on n'a pas de doute de leur administrer ces traitements-là. Donc toi, de ton point de vue, c'est une épidémie. Bon, je sais bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais dans le cénacle des professions médicales, des experts, c'est quelque chose qui pourrait s'atténuer ou se terminer avant l'été. Ça peut passer l'été, être encore là cet automne. C'est quoi la vision aujourd'hui? C'est compliqué, mais en décembre, je disais, on partira en expédition parce que ça sera terminé en mars. Je suis trompé. Voilà. Alors après, là, on est en plein dedans, là, on prend le choc. Combien de temps ça va durer, personne ne sait. Et on voit bien après les difficultés. C'est bien, on a confiné tout le monde, on va y arriver, mais après, quand les gens vont sortir, ça peut reprendre, il peut y avoir une deuxième vague. Donc les conséquences sociales, économiques sont personne ne sait en fait, personne ne sait. Et les gens qui décident, ça doit être terrible pour eux de prendre des décisions, parce qu'en fait, on a beau être expert, c'est un nouveau pathogène, je veux dire, personne ne sait vraiment. Alors là, je pense que toutes les décisions qui ont été prises vont probablement aller dans le bon sens. On va réussir à sortir de ça. Mais combien de temps ça peut durer? Ça peut durer une année. Hein. Ça peut durer une année, cette histoire. Bon, écoute, Christophe, merci beaucoup. On a quelques questions. Alors, on a aussi un petit peu d'impatience de Masson qui voulait qu'on leur parle un peu plus de l'Everest et de l'Himalaya. En quelques minutes, tes prochains, donc l'Everest. L'Everest, c'est ton objectif ultime, ou est-ce que derrière tu as encore d'autres projets? Non, je vous ai dit, on peut prendre autant de plaisir en allant sur un gros 8000 et puis finalement en faisant une balade avec des amis ou en refaisant pour la 40e fois la voie normale du Mont Blanc. Voilà. Mais c'est vrai que l'himalayisme, la haute altitude, c'est quand même une passion et ça peut pas s'arrêter à l'Everest. Alors, l'Everest, je pense qu'il faut connaître l'histoire quand on va grimper sur des sommets comme ça. Il faut connaître l'histoire de ces montagnes et l'histoire des hommes qui sont allés sur ces montagnes. Et vous voyez, tous les livres qu'il y a derrière moi, c'est que des bouquins de montagne, des récits d'expédition. C'est très important ça. Et la face nord de l'Everest, c'est les grandes expéditions britanniques des années 20, des années 30. Et pour moi, ça a beaucoup de sens d'aller de ce côté-là, parce qu'il y a l'esprit, il y a l'âme de ces gens-là qui forcément qui planent toujours sur ces montagnes-là. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc là, je suis arrivé, je pense, à maturation pour aller à l'Everest. Mais il y a d'autres projets qui me tiennent à cœur. J'ai un ami guide qui m'a fait découvrir par photo. J'ai pas eu la chance d'y aller, mais franchement, j'ai envie d'aller sur la terre de la Reine Maud.
Ça a l'air d'être le Valhalla des grimpeurs, des montagnards. J'ai bien l'espoir de pouvoir partir en Antarctique et d'aller sur la terre de la Reine pour voir ces grandes parois de plus près. Et puis retourner après sur d'autres sommets, bien entendu, notamment au Pakistan, le nord du Pakistan que je connais bien. Et c'est évident que je retournerai là-bas. C'est au Gasherbrum, au Nanga Parbat. Il y a des sommets magnifiques partout. Et puis il n'y a pas que des limites. Hein. Il y a plein de sommets entre 7000 et 1000 mètres qui sont il n'y a personne. Et c'est vrai que l'affluence sur les camps de base des limites, ça peut parfois un peu gâcher le bonheur d'être là-bas. Et à ce moment-là, il faut pas hésiter, il faut être sur des sommets moins élevés, mais où on peut avoir le bonheur d'être pratiquement seul avec la montagne. Et là aussi, ça peut être extraordinaire. Ça peut être extraordinaire comme aventure humaine, avec les compagnons de cordée, et puis avec les Sherpas ou les porteurs en basse altitude, il ne faut pas les oublier. Quelques questions. Comment tu vas faire alors pour t'entraîner là? Comment tu réussis à t'entraîner actuellement dans la période? Alors actuellement, je sais bien que là, depuis en étant en Bretagne, je me suis éloigné de la base Chamonix. Hein. Pareil, Chamonix, c'est plus facile que Lorient Chamonix. Et là, avec le confinement, j'ai un bateau, donc je ne peux pas faire de bateau. C'est interdit. C'est totalement interdit. On ne peut pas faire de VTT non plus. Mais moi, j'ai la chance, comme j'ai préparé l'ascension de l'Everest pendant un an, d'avoir monté une salle de gym avec des appareils d'ergométeurs, etc. J'en étais arrivé à 2500 km de col de première catégorie. Voilà, des centaines de tonnes de pentes soulevées. Et là, après la web conférence, je vais aller monter un col de première catégorie avant d'aller faire la sieste. Voilà, la préparation pour le Brest 2021 a commencé. J'ai évacué la déception. Il m'a fallu quand même une dizaine de jours pour évacuer cette déception immense de ne pas pouvoir partir la semaine prochaine. Mais ça y est, dans la tête, c'est prêt. Donc on se prépare pour 2021. Et bon, moi j'ai de la chance, je suis pas en appartement, j'ai une grande maison, un jardin, j'ai pas l'impression d'être confiné. Puis en étant médecin, je vais travailler tous les jours. Je mesure aussi la difficulté de ceux qui sont dans les grandes villes et qui peuvent pas sortir. Et là, au bout de 15 jours, ça doit commencer quand même à bouillonner. Et donc, je me sens pas. C'est vrai que je vais au front, mais je me sens pas du tout victime. Je suis privilégié en fait. Mais ça, je le ressens comme ça. Et surtout, j'ai évacué la déception de ne pas partir. Et maintenant, l'objectif revient au-delà. Il est pour avril 2021. Je suis sûr qu'on partira. Et on prendra peut-être encore plus de plaisir après la déception immense qu'on a eue d'aller tout là-haut ensemble. Bon, il y a beaucoup de questions. Bon, je pense on va te garder encore un petit peu, 5-10 minutes, et après on te laisse à ton entraînement. Alors c'est une question que tu as abordée, mais qui est reposée, qui est effectivement essentielle, et c'est la chance qu'on a aujourd'hui d'être avec toi. C'est qu'est-ce que l'alpinisme t'apporte dans ton métier de réanimateur et inversement? Peut-être réanimateur et plus largement. J'ai une discussion avec Yann sur la situation sanitaire, mon tuteur météo. Voilà, et il a écrit une petite phrase qui est sans doute juste. Il a dit ce que tu as fait en Himalaya, ça te rend plus fort. Et probablement. Et comme je vous disais, effectivement, en réanimation, on est confronté à des choses extrêmes, à la mort. Et puis effectivement, ça endurcit forcément, ça endurcit mentalement. Et puis ce qu'on vit en Himalaya aussi, parfois c'est au niveau personnel, individuel, ça peut être très violent aussi. Il y a l'isolement, il y a l'éloignement des proches. Alors maintenant, avec les moyens de communication qu'on a, c'est plus comme avant. Moi, je me souviens en 2000, à l'expédition du lac Guéry, les lettres
que j'ai envoyées à ma compagne, en fait, elle les a reçues après que je sois revenu. Donc, vous imaginez bien l'angoisse que ça peut provoquer pour les proches. Et là, effectivement, on peut culpabiliser aussi. Partir en expédition, c'est aussi un geste égoïste envers les autres. Alors c'est vrai qu'avec maintenant les moyens de communication qu'on a, c'est moins vrai. Il y a ça, il y a ces temps de sacrifice social. Voilà. Et puis après, à très haute altitude, il y a l'engagement, la notion d'engagement. Alors ça, en réanimation, bah, on le sent, mais c'est l'engagement, c'est le patient qui vous soignez un patient de réanimation, c'est comme si vous pilotiez un Boeing à 1000 à l'heure à 5 mètres du sol. Voilà. Mais si quand vous crachez, vous restez en vie, le patient il meurt. Là-haut, par contre, c'est un peu, il y a beaucoup d'engagement aussi. Et donc il faut apprendre à être mesuré et à pas prendre le risque de trop, de bien savoir ce qui est un risque acceptable ou pas acceptable. Voilà. Moi, j'ai perdu des compagnons de cordée là-haut. Je pense à eux. Et effectivement, on me dit pourquoi moi je suis toujours là à mon âge et pourquoi eux ils sont plus là. Mais c'est comme ça, quoi. Et donc la notion d'engagement, on la retrouve en réanimation et puis effectivement en altitude. Donc effectivement, on est peut-être un peu plus préparé dans la tête à affronter tout cela. Et puis il y a le rôle social du médecin en expédition, même si on n'est pas officiellement médecin d'expédition, on sait de toute façon qu'on sera sollicité. Et donc on sait qu'on va forcément donner aux autres. Ça c'est inévitable. Et c'est aussi la beauté effectivement de s'occuper des autres en altitude, plus que de soi parfois, mais peu importe. C'est ce qui reste, c'est l'aventure, c'est l'épopée entre les hommes. Et ça, effectivement, c'est des sentiments qui perdurent même quand on retourne en bas. Voilà. Il y a une personne qui demande ton âge, on l'a dit au début. Partir en expédition. Christophe a 54 ans. Ouais. 54. Ouais, 54, tout jeune encore. Une question, allez. Ouais, mais jeune dans la tête. Pourquoi la face nord est-elle plus difficile que la sud? Allez, je te laisse répondre là-dessus. De ton point de vue, moi je pourrais apporter. Alors c'est oui, alors non, pas forcément. C'est-à-dire que notre chef d'expédition nous l'a très bien dit, hein, il le sait, il a déjà été. Et en fait, la face sud est plus dangereuse que la face nord. La face nord est un peu plus technique, mais il y a moins de risques objectifs. Voilà. Et donc, c'est un élément de sécurité à prendre en compte. Et moi, ce qui compte pour moi, plus que je dirais la difficulté technique ou l'engagement, c'est aussi l'histoire de la montagne. Et l'histoire de cette montagne, c'est surtout écrite face nord. Je veux dire, tout le monde connaît l'histoire de Mallory, d'Irvine, et on peut pas escamoter ça. C'est pas possible. Et pour moi, c'est aussi important que le niveau d'engagement ou la difficulté technique. Et à un moment où on ne pouvait plus aller face nord, on a discuté d'aller face sud. Je me suis posé la question. Mais bon, c'est comme un aimant, hein, cette montagne. Quand on a décidé, on s'est préparé pour y aller. C'est vrai que s'il faut y aller face sud, j'y serais allé. Mais j'aurais eu les regrets de ne pas aller côté tibétain. Je connais le versant, je suis allé au Choyou. Je connais, il y a une ambiance qui est pas la même ambiance qu'au Népal. C'est quand même différent. Oui, je rappelle que face nord, c'est donc par la Chine, par le Tibet, face sud, c'est par le Népal. Donc quand l'épidémie de Covid a démarré en Chine, on s'est posé la question de savoir si on se repliait pas sur le Népal. C'est de ça dont parle Christophe. On avait évoqué lors du week-end de préparation à Chamonix, là, avec Bernard, d'essayer de récupérer l'appareil photo de Mallory. Oui, alors je vous conseille de lire. Rappelle-nous l'histoire. Il faut lire
Il faut lire vraiment le livre aux éditions Glénat, Les fantômes de l'Everest, écrit par Coran Anker, qui est un très fort grimpeur américain. Et alors lui, on a retrouvé le corps momifié de Mallory je crois que c'est en 99. Hein, et lui, il n'a pas l'appareil photo, hein, c'est l'accordé qui est censé avoir fait le sommet en 1924, mais on les a perdus de vue. Et personne ne sait s'ils sont allés au sommet. Et ce livre se lit comme un roman policier. Et il y a effectivement un grimpeur chinois, parce qu'en 60, les Chinois ont fait le sommet en 60, et il y a un grimpeur chinois qui aurait vu le corps de ce pauvre Irvine. Il n'avait aucune expérience de la montagne. Il avait fait des expéditions au Groenland, mais surtout il était très fort pour comment réparer et puis améliorer les appareils à oxygène dont la technologie était balbutiante à l'époque. Et on pense que lui il doit avoir l'appareil photo, et son corps a été vu par un homme il y a très longtemps sur l'arrêt nord-est. Il doit toujours y être. Et celui qui trouvera l'appareil photo, effectivement, on aura un scoop à 10 millions de dollars, mais ça, c'est une autre histoire. Mais lisez les fantômes de l'Everest de Coran Anker aux éditions Glénat. C'est une épopée, parce que ces hommes-là n'avaient pas du tout le matériel. Et puis surtout, ils ne connaissaient pas la montagne, ils ne connaissaient pas les problèmes physiologiques. Et ils y allaient comme ça, c'était des pionniers. Et ça restera pour toujours une légende, une épopée humaine fantastique. Oui, parce que donc cet appareil qui pourrait avoir une prise de vue donc de Mallory au sommet de l'Everest montrerait qu'en fait donc c'est Mallory qui a atteint le sommet de l'Everest avant Hillary, donc 30 années plus tard. Des choses à lire, on me demande c'est quoi ta bibliothèque personnelle à part ce livre là que tu viens de citer. Est-ce qu'il y en a 2, 3 que tu conseilles à nos amis? J'aime beaucoup le style d'écriture de Jean-Michel Asselin, ouais. Pour plein de raisons. J'ai eu la chance de rencontrer au Festival du film de montagne au Haut-Rang il y a longtemps, et d'avoir passé une bonne soirée avec lui. Et il a écrit un ouvrage qui se lit aussi très vite. Hein. Il sait écrire. C'est Chroniques himalayennes, hein, de Jean-Michel Asselin, toujours aux éditions Glénat. Là, on sent vraiment le monde des expéditions. Il parle de personnages que j'ai connus dans les années, que j'ai côtoyés dans les années 90. Il a changé les noms, bien entendu. Voilà, il a écrit d'autres livres. J'aime beaucoup aussi la façon d'écrire de Drake Shald, qui est un Australien qui a beaucoup grimpé dans les années 80-90, notamment une voie au Gasherbrum 4, qui est presque unique, mais qui est extrêmement difficile. Voilà, un très fort grimpeur australien, Théorème de la peur. Il y a évidemment tous les livres rouges, vous les voyez peut-être derrière des éditions Guérin. Ils sont tous bons, hein. C'est clair. C'est super que, suite à la disparition de Jean-Claude Guérin, cet éditeur puisse continuer à publier des bouquins de montagne. Et puis après, grâce à Internet, maintenant, on peut retrouver des vieux bouquins de montagne. Il y a la site d'expédition des années 30, Gasherbrum, des Français, par exemple, et puis tous les ouvrages de géographie, parce que là, quand on est passionné d'alpinisme, on s'intéresse forcément à la géographie. Et donc, vous avez, dans les années 50, des encyclopédies de montagne écrites à Azog, par Cousin Roche, où là, il y a une description de tous les massifs du monde, avec effectivement les a priori des Occidentaux. C'est intéressant à dire avec le recul. Et chaque montagne, en fait, a une histoire écrite par les hommes. La question, on a du mal à s'arrêter, mais c'est passionnant, la question de l'oxygène à 8000, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, bon, donc toi, oui, tu avais prévu d'en prendre sur l'Everest. On a un participant d'ailleurs dans ton groupe qui lui a prévu d'essayer de ne pas en prendre.
enfin qui comptent ne pas en prendre. Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que pour toi, bien sûr, hein? Alors bon, moi j'ai écrit quelques articles de vulgarisation dans Montagne Magazine, hein, sur l'acclimatement. Bon, bah, l'oxygène, c'est une assistance respiratoire. Voilà. Donc effectivement, alors il y a effectivement un grand débat sur ce que ça peut être le dopage ou pas. J'en ai discuté avec notre chef d'expédition et on est sur la même longueur d'onde. L'Everest, c'est vraiment très très haut, hein, c'est la plus haute montagne du monde. Et il se fait, même avec une bonne acclimatation, on va être à 8000 mètres, au-dessus de 1000 mètres assez longtemps. Et à ce moment-là, il faut considérer l'oxygène, c'est mon point de vue, comme un élément de sécurité. Sur un petit 8000, vous allez passer, pas dormir, passer nuit, vous ne dormez pas en fait, vous allez passer nuit à 7600, 7500 mètres, et vous allez tenter de sommer puis redescendre. À l'Everest, sur la face nord, le dernier camp, il y a 8350 mètres. Vous allez vraiment être exposé à l'hypoxie très profonde, très longtemps. Et ça peut avoir des conséquences sur la santé. Et donc là, l'oxygène, le débat est clos, moi je trouve, pour l'Everest. Il faut considérer l'oxygène comme un élément de sécurité à très haute altitude. Je ne dis pas effectivement qu'il faut en prendre à 6000 mètres au col nord, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais au-dessus de 7800 mètres, je pense que là, effectivement, pour le grimpeur, ça devient un élément de sécurité. On ne va pas à la guerre, on ne va pas pour mourir, on y va pour prendre du plaisir. Et donc, il faut faire attention à sa santé. C'est important. Alors, effectivement, il y a des gens qui ont une physiologie particulière. Il y a quoi, je crois qu'il y a à peu près 80 grimpeurs qui ont réussi à faire l'Everest sans oxygène. C'est extrêmement difficile. Il faut s'entraîner, c'est sûr. Et ça peut avoir quand même des conséquences aussi sur la façon de progresser d'un groupe, d'une expédition. Donc n'importe qui peut pas, même en ayant une excellente préparation et puis une excellente acclimatation, tenter ce sommet sans oxygène. Pour ma part, moi je pense qu'il est plus prudent, en me connaissant moi-même. Je pense que j'ai pas les capacités physiologiques pour aller tenter de sommet sans assistance respiratoire. Voilà. Sur un petit 8000, on peut effectivement. Alors, il faut savoir que à 8000 mètres sans oxygène, pour ma part, par exemple, je fais 30 mètres de dénivelé à l'heure à fond. Donc, vous vous rendez compte un peu de ce que ça veut dire. Des gens qui dans les Alpes montent à 400 voire 500 mètres de dénivelé à l'heure, ils sont scotchés alors qu'ils sont acclimatés et tout, ils sont scotchés à 30 mètres de dénivelé à l'heure. Donc là, ça donne un peu un ordre de grandeur, un ordre d'idée de la dégradation des performances physiques, mais aussi des performances intellectuelles. Et ça, c'est une source d'accident majeure. Donc là, effectivement, en altitude, à très haute altitude, je pense qu'on peut considérer sur l'Everest que l'oxygène, ça devient un élément de sécurité. J'en ai pas pris sur les autres 8000 c'est ça. Où je suis y aller. C'était pas nécessaire. Là, sur l'Everest, les sommets au-dessus de 8500 mètres, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a le K2. Alors, le K2, c'est un peu différent de l'Everest parce qu'il est encore plus au nord. Et à cause de la rotondité de la Terre, en fait, en proportion, il y a un peu moins d'oxygène. Donc, c'est encore plus difficile que l'Everest. Alors, techniquement, c'est très difficile, beaucoup plus difficile que l'Everest. Il y a le Kanchenjunga, puis il y a le Lhotse. C'est un petit groupe au-dessus de 1500 mètres où là, on va vraiment être exposé très longtemps à une hypoxie très profonde. Et là, ça devient un élément de sécurité. Oui, je rajouterais que l'Everest, c'est 8850 mètres, donc c'est plus près de 9 km que de 8000. Et je vous renvoie donc au Manaslu qu'on avait aussi prévu de faire partir là en avril à 8150 mètres. Là, effectivement, c'était donc sans oxygène. On me demande est-ce qu'on fasse une liste, comme effectivement la chance d'avoir un homme cultivé, alpiniste, médecin, enfin tout quoi.
Tu nous feras passer une petite liste qu'on fera passer à ceux qui nous suivent de livres que tu conseilles quand tu auras le temps. Il n'y a aucune urgence. Oui. Ben, je ne lis pas que des bouquins de montagne. Je suis passionné d'histoire antique et donc j'avais prévu. Je sais qu'à l'Everest, c'est le genre d'expédition où l'acclimatement est long. Hein, pendant le week-end de préparation, on a dit qu'il fallait passer plus de 400 heures au-dessus de 5000 mètres pour être prêt. Et donc, bah, ça a une conséquence, c'est qu'on va passer du temps à ne rien faire dans les camps de base, le camp de base et puis le camp de base avancé. Et donc, bah, c'est le moment propice pour lire. Et donc, j'avais prévu 2 livres. Hein. Alors, il y en a un, c'est peut-être pas drôle pour beaucoup. C'est Hérodote et Thucydide. Donc, c'est la guerre du Péloponnèse racontée par des gens qui étaient pratiquement des contemporains. Et puis, les conflits entre les Grecs anciens et puis les Achéménides perses. Et puis le deuxième livre était quand même beaucoup plus actuel. C'était le pèlerinage de l'Everest au mont Kailas. C'est une introduction au bouddhisme. C'est quelque chose que je ne connais pas trop. Et en étant étudiant, c'était normal de faire un effort et de comprendre un peu plus cette culture. Merci Christophe. Voilà, que 2 livres. Et je ne vais pas les lire, je les lirai l'année prochaine. Il y a tous les autres. On vous préparera une liste qu'on vous fera passer là, à tous ceux qui nous suivaient. Bon, il y a des questions sur le Népal, bon, comme sur le Népal et l'Himalaya globalement. Bon, là, effectivement, nos amis guides népalais sont à l'arrêt, vous l'imaginez bien. Cependant, on a la chance d'avoir, à l'image de Christophe, plein de clients qui sont fidèles et qui donc ont reporté leur voyage. Donc la retombée économique, espérons-le, sera cet automne et puis au printemps prochain. Donc pour l'instant, ils font comme nous le dos rond, ils attendent. Heureusement pour eux, la situation sanitaire est moins dramatique pour l'instant, en tout cas que chez nous. Hein, il y a assez peu de cas, je ne sais pas Christophe si tu as en tête, mais bon, il y a encore une semaine, enfin il y a encore 2-3 semaines, il y avait juste 1 ou 2 cas au Népal. Enfin bon, c'était très faible. Alors après, est-ce que les décomptes sont faits de façon aussi précise que chez nous? Ça, c'est une question. Je sais pas, tu as des infos là-dessus, toi, Christophe, sur le Népal? Non, pas particulièrement, pas récemment. Non, j'ai pas d'infos, mais alors bon, la déception de ne pas partir, il faut savoir pour eux, c'est aussi une catastrophe économique. Mais je crois que j'ai lu dans un journal, c'est Le Monde ou Le Figaro, ils interviewaient un Sherpa et il avait la sagesse, je pense, de dire, voilà, effectivement, c'est la catastrophe pour nous, ça va être la misère cette année, mais imaginez si cette maladie serait venue apportée par nos amis grimpeurs dans les villages. Nous, on n'a pas le système, la chance d'avoir un système de soins comme le vôtre, et ça aurait été une hécatombe pour nos villages. Voilà ce qu'il a. Je crois que j'ai lu ça il y a 24 ou 48 heures, et je pense que il a raison. Et effectivement, il y a une forme d'égoïsme parce qu'on ne peut pas partir là-bas, mais il faut penser aussi à eux. Et je pense que leur amener le virus avec les dollars, c'est quand même. C'est immoral. C'est immoral. Bien sûr. Il vaut mieux rester chez nous. C'est très clair. Et c'est la décision qu'on a prise, mais on compte bien évidemment y revenir en nombre. Pour terminer, semaine prochaine d'ailleurs, on parle du Népal, puisque David Ducoing vendredi nous fait une webconférence sur notre grande traversée qui est confirmée pour l'instant avec un départ le 1er août, et on va reparler donc du Népal en suivant ce chemin, la grande traversée du Dolpo jusqu'au camp, jusqu'au Sikkim. Ce sera vendredi à 16h. Christophe, merci beaucoup. Qui me disait, c'était Lisiane qui disait, elle disait, vous êtes un grand homme et éminemment sympathique. Merci, monsieur Christophe Fézy.
Merci beaucoup et bon, on reste en contact, Christophe. Hein, merci de ton temps. Merci à tous et donc à très bientôt. Et Par le Népal semaine prochaine. prenez soin de vous. Au revoir.